Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la vidéo d'aujourd'hui, puisque nous allons parler d'un sujet qui a le don de m'agacer. Cette expo rétro est même l'une des raisons pour lesquelles, avec la préparation de la biographie de Leonardo et mes études, je n'ai pas voulu poursuivre les épisodes de la critique après Eugène Delacroix au Louvre. Parce que dans l'écriture, je me montrais désagréable, et j'aurais pu fâcher la plupart d'entre vous avec mes émotions trop vives de l'époque. Je n'arrivais simplement pas à un discours mesuré et raisonné, tous les mots que j'employais étaient trop crus et je n'arrivais pas à justifier cette violence dans mon propos. Maintenant, le temps a passé, la colère, bien que présente, est redescendue. Mais quelle est donc cette exposition qui m'a mis hors de moi et fait perdre mes moyens? Elle avait lieu au Marmot, du 13 septembre 2018 au 10 janvier 2019. Son but était de présenter un ensemble d'œuvres jalousement détenues par des propriétaires privés pour leur usage et leur plaisir personnel. Vous commencez à entrevoir le problème, je pense. Il était donc étonnant qu'un événement de ce genre ait lieu, et je ne m'étais pas fait prier pour m'y rendre. Je vous embarque donc pour un voyage des impressionnistes au Fauve, à la rencontre de ces trésors volés de l'histoire de l'art. Tout d'abord, intéressons-nous aux deux mots composant le sous-titre, impressionniste et fauve. Pour vous définir le premier, je ne résiste pas à vous commenter le second texte qui nous était proposé. Le musée Marmottan-Monet, possédant le premier fonds, avec une faute d'orthographe s'il vous plaît, mondial d'œuvres de Claude Monet, en effet, Impression Soleil Levant se trouve au sous-sol du bâtiment, après l'espace consacré aux expositions temporaires. Nous étions donc dans le thème de prédilection du musée. Retenez cela car cela n'empêche nullement le Marmot de faire des erreurs monumentales. Le parcours de cette exposition débute par un ensemble de tableaux de 7 artistes. La première œuvre présentée était Messieurs et Madame Josse et Gaston Bernheim Jeune, au 107 avenue Henri Martin par Édouard Villard, car le Marmot tenait à saluer vis-à-vis de sa propre histoire le prêt des œuvres provenant des collections particulières. Nous y reviendrons. Mais déjà, il aurait été plus juste que l'exposition se soit appelée « Collection privée, un voyage des nabis au fauve » en passant par les impressionnistes, puis par les divisionnistes, et on peut enfin revenir aux nabis jusqu'aux fauves. J'imagine que cela aurait fait long. Ma colère ne s'est pas du tout calmée en fait. Soit vous faites un hommage au début du parcours et vous assumez ce choix en abandonnant la présentation chronologique, soit vous réalisez votre hommage à la fin du parcours, parce que tel quel, je m'attendais à une exposition axée sur les relations mécène-artiste, alors que pas vraiment. Donc l'entrée a été ratée. Poursuivons. Accroché tout près de ceux de ses camarades Renoir, Degas, Caillebotte et Pissarro. Ceux-ci ont lutté côte à côte dès le début des années 1870. Nous avons vu ensemble que c'est faux, puisque c'est dès le milieu des années 1860, et non pas à partir des années 1870, que les amis de Monet s'y emploient. En même temps, ça coûtait pas plus cher de se renseigner. Ils n'ont pas attendu la fin de la guerre franco-prussienne et la mort d'un de leurs camarades, qui était un membre très actif du groupe, pour s'y atteler. Nous y reviendrons aussi. Contre le goût officiel pour offrir au public de nouveaux motifs, issus de la vie moderne et exécutés dans une technique rapide, avec un attrait pour la représentation des variations atmosphériques. Chacun néanmoins, selon sa sensibilité, a choisi ses propres sujets, contribuant ainsi à la richesse du mouvement. Cette dernière partie est étonnamment juste, car la peinture impressionniste rassemble des œuvres à la touche très variable. Il est ainsi impossible de déterminer une façon commune de peindre, malgré la dynamique de travail en groupe très affirmée de ces artistes. Au point qu'il est même difficile de faire comprendre à quelqu'un ce qui justifie l'appartenance de l'un de ces artistes au mouvement. À leur suite, une jeune génération d'artistes, qui exposa d'ailleurs dans la dernière exposition du groupe impressionniste, conçut une nouvelle technique basée sur le mélange optique des couleurs par simple voisinage des touches pures sur la toile plutôt que sur la palette, le néo-impressionnisme. Paul Gauguin, lui, voulut se détacher un peu de l'exemple de ses aînés et proposer une vision différente, orientée déjà vers un aspect de la vie plus primitif, qui utilise également les couleurs pures, mais qui rompt avec les conventions classiques de représentation. Pour commencer à s'éloigner de la civilisation moderne, il choisit de s'exiler en Bretagne, où une célèbre école fait date, celle de Pont-Aven et du synthétisme. Cette école ne résiste pas longtemps aux ambitions de Gauguin, dont l'exemple inspire une nouvelle génération de peintres qui se baptisent nabis. Ils utilisent également les couleurs pures, mais s'orientent vers une ambition plus spirituelle et décorative. Vous avez compris que l'impressionnisme est vraiment le socle, le point de départ duquel tous les mouvements qui lui ont succédé découlent. Le dernier d'entre eux qui était présenté, le fauvisme, n'échappe pas à cette règle. Son nom provient également de la boutade d'un critique d'art du nom de Louis Vauxel, qui jugea les teintes de ses œuvres agressives et criardes. Voici pour le tour d'horizon de tout ce que l'on pouvait trouver lors de cet événement. Passons maintenant à sa critique.
Avant même de pénétrer dans l'exposition, nous sentions, grâce à la lueur sourde du chandelier, que la luminosité allait être une catastrophe. Mais c'était bien en deçà de ce que nous pouvions présager, car non seulement l'éclairage était trop gênant pour apprécier les œuvres à cause des vitres, mais en plus l'atmosphère générale était étouffée par les couleurs ternes des murs, accentuant considérablement le sentiment de morosité et de mollesse qui vous gagnait. Il n'y avait pas spécialement de monde, mais les salles étaient tellement étroites que vous aviez l'impression d'être oppressé même si vous étiez seul. Par exemple, un buste fait par Camille Claudel, intitulé La Petite Châtelaine à la natte courbe, a été présenté contre un mur. Pour pouvoir admirer malgré tout le dos de cette ronde bosse qui lui donne son titre, je le rappelle, La Petite Châtelaine à la natte courbe qui se trouve dans son dos, un miroir a été placé derrière. Mais le principe d'une ronde bosse, c'est d'avoir la possibilité de tourner autour. Or, un mur nous en empêchait tout bonnement. Le manque d'espace était indéniable et les œuvres se côtoyaient vraiment de très près. Nous pouvons... C'est une blague? Avec les raboteurs de parquet, rue de Paris Temps de Pluie et d'autres, cette version du Pont de l'Europe est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Caillebotte. Nous avons peut-être tendance à l'oublier, mais Gustave Caillebotte est un grand peintre impressionniste. S'il n'est pas l'un des plus connus du groupe aux yeux du grand public, c'est précisément à cause de ce genre de dérive. Plus tôt, nous avons parlé de la pluralité des profils des peintres impressionnistes, dû notamment à l'hétéroclisme de leurs touches. Caillebotte, lui, occupe la place du peintre distingué, au geste le plus léché, voire effacé, a priori le plus éloigné de l'instantanéité que pratiquaient ses pairs. Cependant, les tableaux qui étaient exposés nous révélaient des coups de pinceau apparentés à la manière de Monet. Lui aussi nous transmet par ses toiles ses impressions et observe avec intérêt les variations de la lumière. Dans cette autre toile représentant la berge du Petit Gennevilliers et la Seine, l'épaisseur des pigments appliqués pour la surface de l'eau est vraiment étonnante. L'herbe sur la rive est particulièrement vibrante. On se surprend également à noter son intervention dans le feuillage, ou encore sur les corps des deux garçons qui revêtent dans le même temps une présence très soutenue. Si le Pont de l'Europe et les autres tableaux de Caillebotte présents à cet événement faisaient partie des collections permanentes, le public, mais aussi les historiens et les chercheurs, auraient plus de facilité à étudier, à découvrir et donc à comprendre ce peintre. Personne ne remettrait plus en cause sa place dans la liste des artistes impressionnistes. Le problème, c'est que l'exposition n'avait pas l'audace de présenter uniquement cette pièce majeure, mais d'autres comme La Blanchisseuse de Toulouse-Lautrec, l'un des plus dignes exemples de la vie quotidienne et de l'atmosphère parisienne de la fin du XIXe siècle. Le portrait de Maurice de Vlaminck par André Derain dévoilant avec une extraordinaire économie de détails le faciès du fauve, qui n'est pas sans rappeler l'exemple d'un habit. Ce dessin de Signac témoin de sa fascination pour ce rat et pour son œuvre maîtresse. J'ai déjà eu l'occasion de parler brièvement sur cette chaîne de ce que je pensais des collections privées. Et au risque de devoir sortir du cadre de la critique pour faire une sorte de hors-série, je trouve cela important d'en parler dans cette vidéo maintenant que le débat est engagé. Le mécénat joue en effet un rôle essentiel dans la production artistique, et nous sommes d'accord que les artistes se tournaient d'abord vers ceux qui avaient les moyens de les faire vivre. Cela a toujours été ainsi. Sous cet angle, il est absolument normal que le marmot, vis-à-vis de sa propre histoire, ait salué le prêt des amateurs privés, puisque ses propres collections ont été constituées par les legs de riches acquéreurs. Néanmoins, il s'agit d'un musée, un bâtiment public qui a pour objectif de diffuser au plus grand nombre les pièces qu'il conserve et protège. En d'autres termes, le bon collectionneur est celui qui sait rassembler des œuvres pour les partager et qui finit par léguer sa collection. Quel est l'intérêt aujourd'hui de posséder l'œuvre d'un maître ancien? Deux réponses, l'égoïsme et l'arrogance. Le Van Rohr qui a été exposé n'est certainement pas le plus attirant de tous, mais c'est un Van Rohr, c'est un nom que l'on est fier de posséder. Et dispenser du droit de prêter au premier fonds mondial des œuvres de Monet des monnaies pour une exposition temporaire est la pire des offenses. D'autant que les propriétaires actuels ne sont plus celles et ceux pour lesquels les artistes les ont réalisées, offerts ou vendus. Au mieux ce sont leurs descendants, mais la raison pour laquelle elles se trouvent en leur possession n'a plus lieu d'être. Le sens de leur entrée dans un cadre privé s'est tout simplement dissipé avec le temps. Pour une raison qui peut nous échapper, ces œuvres ne revêtent plus une fonction décorative ou l'évocation d'un souvenir entre l'artiste et l'acquéreur. Elles ont une fonction historique. Chaque œuvre est un jalon primordial dans la production des artistes. Elles ont toutes joué un rôle sur leur réflexion, sur leur conception originale de l'art. Certaines peuvent paraître atypiques comparées au reste du corpus d'un artiste. Là est leur intérêt.
tandis que d'autres sont des références à des œuvres que les artistes admiraient eux-mêmes ou sont le reflet d'une collaboration avec une autre personnalité. Il s'en trouve également qui sont en étroite relation avec un chef-d'œuvre, par leur exécution, leur thème, la liste est sans fin. L'exemple le plus flagrant est celui de Frédéric Bazille. Comment pourrions-nous imaginer un seul instant la place qui aurait été la sienne dans la mémoire collective si ces œuvres avaient été exposées dès la première manifestation des impressionnistes? Comment se serait-il fait connaître par le public si sa mère n'avait pas finalement fait don de La nature morte au héron et de La vue de village au musée Fabre? Combien de temps serait-il encore resté dans l'abysse des peintres anonymes et délaissés comme s'il n'avait jamais existé tel Vermeer et tant d'autres? Ces œuvres sont des fantômes mis au supplice, des damnés enchaînés endurant le regard d'une poignée de privilégiés alors qu'elles réclament la liberté et la reconnaissance de tous. L'histoire appartient à tout le monde car elle fait notre identité, elle fait de nous des citoyens, elle honore la vie de celles et ceux qui ne sont plus. Priver le public de morceaux de son histoire, c'est commettre un vol qui le dépossède de ce qui devrait lui revenir de droit, c'est commettre un outrage au respect que ces voleurs prétendent témoigner aux artistes. Dès lors, comment peut-on laisser une poignée d'individus jouir d'œuvres pareilles? Le musée n'aurait pas dû remercier ces scélérats, ou il aurait fallu le faire seulement s'il les avait reçus en cadeau sans contrepartie. Peut-être aurions-nous dû les prendre pour les remettre, nous les spectateurs, acquis de droit, à leur juste place, là où elles auraient été vues par le plus grand nombre et où le public pourrait enfin les contempler en toute quiétude, car leur véritable propriétaire, c'est l'histoire de l'art. Pour toutes ces raisons, je ne peux absolument pas laisser passer cette exposition déplorable. L'importance de ces questions et leur enjeu l'exigent et élimine immédiatement toute estime pour cet événement, ainsi que tous les points positifs qu'il aurait pu y avoir. Car oui, je n'en ai pas parlé car c'était dérisoire, mais il n'y avait pas de propos, les cartels étaient vides d'explications, et les textes des salles étaient aussi utiles qu'un ouvrage général et incomplet. Mince. En outre, je me suis senti insulté de devoir payer pour voir des œuvres que je ne reverrai probablement jamais. De plus, c'était cher. Plus de 10 €, quelque chose comme ça, pour tout le musée, alors que rien n'avait changé dans les collections permanentes et que j'étais venu pour l'exposition temporaire seulement. Avec cette deuxième visite au Marmot, je me suis rendu compte que ces tarifs asséchaient inutilement mes moyens, qui plus est pour pas grand-chose, surtout si l'exposition pour laquelle je me déplace est aussi insultante, décevante et mauvaise. Inutile de vous dire qu'il faudra un changement radical dans l'accessibilité ou un événement vraiment exceptionnel pour me voir de nouveau franchir les portes de cet établissement qui a perdu pour moi tout plaisir d'être visité par celles et ceux qui s'y sont déjà rendus. Choisissez donc bien le contexte de votre déplacement si vous ne voulez pas être arnaqué. Il faut que tout le musée vous soit inconnu et ou que l'exposition vous attire réellement, sauf si vous êtes riche évidemment. Voici qui clôture cet épisode de La Critique qui, je l'espère, aura su vous plaire malgré mon indignation exacerbée. N'hésitez surtout pas à me laisser un pouce bleu si vous en avez l'envie, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'Atelier. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.